la grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger, le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les rendez-vous du week-end, puisque un rendez-vous nécessite une heure de rendez-vous, un lieu de rendez-vous avec une personne. Nous sommes en compagnie de Roger Baka et nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet et non des moindres. Mesdames et messieurs, nous avons eu à voir avec vous, à traiter le sujet de l'argent, nous avons traité du mariage, nous avons traité également de la victoire, nous avons traité du silence, nous avons parlé de la bouche. Tous ces sujets ont été disséqués, échangés, discutés sur ce plateau. Mais aujourd'hui, je pris la peine de marquer au programme un sujet et non de moindre, celui de vous parler de quelque chose que l'Africain n'aime pas souvent qu'on évoque. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet sérieux, je vous parle de la mort. Mesdames et messieurs, nous avons pu garder en mémoire une petite définition sur la mort et le mot qui nous vient à l'esprit, voici ce que nous avons noté en définition sur la mort. La mort est l'état irréversible d'un organe biologique ayant cessé de vivre. Roger Baka, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude Roger, bonsoir mesdames et messieurs. Comme vous venez de le constater, le diététicien à succès et l'expert en comportement, celui dont les succès ne sont plus à démontrer, Jean-Claude Roger, dans les rendez-vous du week-end, a choisi un thème, non pas le moindre, mais un thème qui effraie. Parce que quand on parle de la mort, tout le monde dit qu'il faut quitter les lieux. Mesdames et messieurs, ne quittez pas les lieux. Vous savez que même nous qui croyons à la Bible, nous le savons qu'il est dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi viendra la mort. Mais c'est quoi la mort? Qu'y a-t-il de différence entre le décès et la mort? Mesdames et messieurs, je vais directement regarder. Celui qui nous permet de comprendre plusieurs choses lorsque nous suivons cette émission. Jean-Claude, je veux quand même que dès le début, que tu me dises quelle est la différence qu'il y a entre la mort et le décès. Alors, Roger Baka, pour rester dans la dialectique, oui. Le décès est le terme qui définit comme mort une personne. Ok. Le décès est le terme qui définit comme mort une personne. Ok. Il est souvent utilisé donc par le légiste. Le légiste ne dirait pas « je vais traiter un mort ». Il va dire, quand le légiste veut parler en réalité, il dit « j'ai un cas de décès ». C'est ça le langage juridique. J'ai un cas de décès. Ça, c'est le langage médical. Okay. Ah, mais ça, c'est médical. Oui. Ensuite, il y a juridique. Oui, qui veut dire? On dit aussi le décès. Ah, généralement, quand les juristes parlent, ils ne parlent plus pas des morts, mais du décès. Oui. Ok, parce ça, que c'est le langage juridique. Oui, et ensuite, maintenant, l'économiste également et l'administratif parlent également de décès. Ah, c'est comme ça que tu entendras suivant le médecin ou le docteur dire heure de décès. Heure de décès. Donc, on ne dit pas heure de la mort. La mort est un état, en fait, puisqu'on considère que le processus de la mort rentre en compte quand le processus de décomposition démarre. Ok, on va parler de décès, mais après, maintenant, on va parler de la mort en relation avec le processus de décomposition. Mais Jean-Claude, tu n'es pas encore, en fait, je vais dire, Jean-Claude n'est jamais décédé, hein? Il est vivant. Toi, tu es un phénomène, toi. Ah, mais tu me dis qu'à la mort approche, oui. Il y a généralement, les gens ressentent une somnolence. Oui. Il devient indifférent. Comment as-tu expérimenté ça? Comment j'ai expérimenté, comment
Comment tu as pu comprendre ça? Parce que tu n'es jamais mort. Non, c'est-à-dire que... Cette somnolence-là, cette indifférence-là. Oui. Plusieurs études ont montré qu'il y avait une forme de passivité, c'est-à-dire qu'une personne qui allait mourir, à un moment donné, rentre dans une phase de somnolence. C'est pour ça qu'on fait tout pour te garder en éveil. Restez avec nous. Ouvrez les yeux, restez avec nous. Ouvrez les yeux. Même pendant des films de guerre, oui. Lorsque quelqu'un est sérieusement blessé, oui. Son ami a tendance à dire reste avec moi. Oui. Ne ferme pas les yeux. Oui. Mais la personne, généralement, a tendance à somnoler. Il veut fermer les yeux. Vous devez le garder éveillé. Parce que tu ne peux pas mourir si tu n'acceptes pas. Ah, ça c'est vrai. Ça, c'est une révélation. Très bien. C'est-à-dire que pour mourir, il faut accepter. Inconsciemment. Donc, à partir du moment où tu te laisses... J'accepte de somnoler. Oui. J'accepte de devenir indifférent aux propos que vous me dites. Oui. J'ai accepté le processus. La personne qui va mourir est indifférente à tout ce que tu es en train de lui dire. Il n'est plus avec toi, en fait. Il est là, mais il ne t'écoute plus. Donc, la meilleure des choses à faire à ce moment-là, c'est de le garder éveillé. Le garder éveillé le plus longtemps possible. C'est la seule façon de le récupérer. Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'écouter les conseils d'un expert. Je vous l'ai dit, diététicien, expert en comportement. Et je crois que c'est très important parce que lorsque nous le suivons, nous apprenons toujours quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi et vous, allons apprendre beaucoup. Jean-Claude, il y a 3 catégories de morts. Je commence par la mort clinique. La mort clinique, c'est l'étape qui est utilisée généralement puisque on va aller sur la partie cérébrale de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de mort clinique. Okay. D'accord? Quand l'encéphalogramme est plat, on peut dire qu'il y a mort clinique. Maintenant, la deuxième phase... La mort biologique. La mort biologique, c'est une mort qui t'amène donc à une décomposition. Tout à fait. D'accord, biologique de la personne. Tu as dit cela arrive pratiquement 7 heures après. Oui, cette décomposition intervient, c'est-à-dire que le corps commence à se dégrader à partir de 7 heures, à partir du décès. Mais tu viens d'informer quelque chose de très important. La mort, tu dis que... biologique n'est pas instantanée. Ça veut dire quoi? La mort biologique n'est pas instantanée puisqu'il faut... La mort biologique n'est pas instantanée. Comment? Non, parce que c'est-à-dire qu'il y a une dégradation. Un processus. Un processus de dégradation. Okay. Et ce processus de dégradation se fait après 7 heures. Bon? Oui. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont déclarés morts, là, tout de suite. Oui. OK. Il est décédé. Il est décédé. Hein? Sur le plan biologique? Sur le plan biologique, la décomposition ne démarre pas immédiatement. Ça va démarrer dans 7 heures. Il faudra à peu près 7 heures. Donc, cette personne-là, il peut encore se passer quelque chose. On va ouvrir une parenthèse. Oui, vas-y Jean-Claude. Généralement, quand vous êtes sur une table d'opération oui. Et qu'on est en train de faire une intervention chirurgicale, vous allez, certaines personnes dans le monde, on en compte 14 millions aux États-Unis, 12 en Europe. Ils ont fait l'expérience, donc on appelle ça expérience de mort imminente. Okay. Ça s'appelle EMI. Ok. Expérience de mort imminente. Donc là, tu es déjà dans la mort, l'exemple de la mort ontologique ou métaphysique. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, votre cœur s'est arrêté. Arrêt du cœur. Arrêt du cœur. Généralement, le médecin dit qu'il a fait l'arrêt du cœur. Il a fait un arrêt du cœur. Ouais. Donc, normalement, il peut dire qu'il est décédé. Ok. Maintenant, pour empêcher cela, ils vont se mettre en route maintenant tout un processus pour tenter de vous réanimer, c'est-à-dire vous ramener à la vie. À ce moment précis, ils vont se battre pour te ramener à la vie. Pour te ramener à la vie. Et c'est là où intervient, vous entendez le cœur qui fait pip. On a l'impression que... L'oscillocone. Oui, il n'y a plus vacillation de... Ça s'arrête. Ça prend la forme plate. Ouais. Là, il y a arrêt de cœur. Ah, c'est à ce moment-là que le médecin dit que tu es cliniquement décédé. Cliniquement décédé, il faut que l'encéphalogramme soit aussi plat. Okay. Le cœur peut s'arrêter, mais l'encéphalogramme... continue à faire des montées, des descentes. S'ils font des quelques montées, c'est qu'on peut te récupérer encore. Okay. Mais quand c'est plat, c'est cliniquement mort. Maintenant, on va chercher à te réanimer. Mais quand on va chercher à te réanimer, maintenant, on va choquer. Alors, souvent, on se met à masser. Il y a le massage cardiaque et tout ça, tout ce processus. Et pendant ce processus, il se passe quelque chose. Donc, c'est
L'EMI, expérience de mort imminente. Oui. Expérience de mort imminente. C'est-à-dire que tu es dans un processus où tu vas quitter ton corps. Suivez-moi bien, vous allez quitter votre corps et vous allez monter au-dessus. Vous allez pouvoir visualiser tout ce que les gens sont en train de faire sur vous. Oui. D'accord, vous allez voir le médecin en train de Donc faire... vous-même, vous le voyez. Vous le voyez, vous êtes là dans le lit. Donc le corps a quitté son corps. Non, l'âme a quitté le corps. L'âme a quitté le corps. L'homme a quitté le corps. Cette expérience-là, des gens ont fini par dire qu'ils ont constaté, c'est que vous dites que Les le médecin était en train de tenter Oui, oui. de le ranimer. Oui, oui. Et même certaines personnes disent que là, on lui a ouvert la bouche, on a enlevé son dentier pour l'intuber. C'est-à-dire qu'elle voit tout ça, elle sait même quand elle va se réveiller, suis-moi bien, Oui. dire à l'infirmière, dans l'armoire du tiroir à gauche, Vous aviez pris telle chose. vous avez rangé ça dans le tiroir à gauche Wow. dans la salle. Alors qu'il a été constaté décédé. Oui, la personne, en fait, à ce moment-là, pendant 3-4 minutes, n'est plus là. On voit que l'encéphalogramme, le cœur s'est arrêté, l'encéphalogramme Ne donne activé, plus ne un donne indice de rien. vie, oui. On essaie déjà maintenant alors de te masser au maximum et après maintenant on va utiliser le défibrillateur. Il consiste en quoi sur le plan cardiaque? Le défibrillateur, on va choquer, c'est-à-dire qu'on va envoyer une décharge électrique en une fraction de seconde, paf, pour réactiver le cœur. Ok. Maintenant, si ça ne va pas, on va donc faire une injection d'adrénaline. C'est une grosse seringue. Ah bon? On va poignarder au centre, là, Pourquoi? en évitant... Mais ça va, on va envoyer un produit dans le cœur. Ah ok, pour réanimer le cœur. Oui. Donc, pendant toute cette période-là, La personne, l'âme qui est sortie du corps, voit. voit. En bon? Oui, il est au-dessus Ça, et il c'est observe. fabuleux. Ça s'appelle donc l'expérience de mort imminente, EMI. Alors, mesdames et messieurs, nous voulons vous expliquer quelque chose et on vous a dit on va traiter ce sujet. J'aime bien parce qu'avec Roger Baka, j'aime bien aller dans les choses comme ça et parler des choses que les gens ne savent pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pendant cette expérience de mort imminente, vous allez être en lévitation, Ok. au-dessus de l'assistance, L'âme est au-dessus du corps. et voit tout le monde de manière Comment distincte, ça s'est fait? vous entend, Bon. vous voit. Quand bien même que le corps a Le l'été corps- peut avoir les yeux fermés. Oui, le corps est là, il voit aussi son corps, Très bien. donc il flotte au-dessus, Voilà. et voit la salle, et vous entend, voit tout. Maintenant, on dit que dans le processus, il y a également le film de ta vie Qui déroule. qui déroule en moins de 4 minutes. Ça, c'est fabuleux. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as... Donc ça s'appelle, cette expérience de mort imminente, fait que tu as le film de toute ta vie qui passe. En une fraction de seconde. Oui, et tu vois tout ce que tu as vécu, les bons moments, ta naissance, Les ton moments de mariage, joie, les moments de Les joie, moments de pleurs. tout ça, dans l'expérience de... En quelques poussières de secondes. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a dit, il y a quelqu'un, quand je lui ai dit on va traiter du sujet Sur la de mort. il m'a dit oh non, non. Je dis mais Il dit les non, gens... faut pas, tu risques d'éviter la mort. Il dit mais non, non. l'esprit des morts va venir. Non, 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 non. Roger Baka, c'est pas parce qu'on parle d'un sujet que l'esprit de mort va venir. On parle d'un sujet puisque les gens ont besoin de savoir. Puisque la Bible dit, mon peuple, faute de connaissance. il faut que vous sachiez... Osée, chapitre 4, le verset 6. Merci Roger. Il faut que vous sachiez que dans ce processus, donc quand le corps quitte, la personne voit tout, entend tout, mais également maintenant voit le film de sa vie se dérouler. Ce n'est pas Jean-Claude Roger qui le dit, c'est 14 millions de personnes qui ont vécu dans le monde. C'est vrai. Aux États-Unis, c'est 14 millions, 12 millions de personnes en vécu Europe cette expérience. ont vécu l'expérience de mort imminente. Wow. Donc, ces personnes-là racontent tous la même chose. C'est vrai. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et il semblerait que vous rentrez dans un tube. Ce tube, d'accord, un grand couloir, où il y a une lumière puissante, une lumière forte, qui est dans le couloir, et cette lumière vous attire. Donc la première expérience consiste à traverser les tunnels. La première expérience, c'est pas que ça consiste à traverser le tunnel, ça consiste à marcher vers la lumière. Vers la lumière. Ouais, il y a Tout au long du tunnel. Oui. Ok, mais alors qu'est-ce qui attire la lame qui va vers là? Alors, toujours selon le MDI, MDI c'est version anglaise, hein? Ok. Ok, date imminent processus, something anglais. so. Ok, mort imminente, donc expérience de mort imminente.
Les gens, dans cette expérience-là, vont maintenant sentir qu'il y a une lumière qui vous attire et vous êtes dans ce tunnel et que vous avancez vers la lumière. Et quand vous avancez vers la lumière, vous allez sentir un bien-être que vous n'avez jamais connu, un bonheur que vous n'avez jamais imaginé, une sensation de plénitude que vous n'avez, les souffrances, les peines, les angoisses, les peurs, tout ça, ça vous quitte. Parce que vous franchissez une nouvelle dimension. Voilà. Et vous évoluez dans une lumière surnaturelle. Et quand vous rentrez dans le surnaturel, vous êtes dans le divin. Attention, quand tu en parles, c'est seulement bon que les gens ont besoin d'expérimenter. Les gens ont besoin de... Mais non, Roger Baka, c'est dans les écrits, donc non, mais les recherches... C'est très important, okay. Vas-y. Et donc, quand vous évoluez, il me dit c'est tellement bon qu'on a envie de... Mesdames et messieurs, n'écoutez pas Roger Baka parce que moi, j'explique. Non, tu sais ce qui est bon? Oui. C'est que tout le monde aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, en anglais, Jean-Claude l'a dit, c'est the dead imminent experience. Voilà, tout à fait. En français, c'est l'expérience imminente de la mort. Alors, c'est un processus que Jean-Claude nous explique, parce que ça fait quand même bien aussi de savoir, après 120 ans, rassasié du nombre d'années, vous saurez ce qui va se passer lorsque vous êtes en train de partir. C'est un sujet que les gens n'abordent pas, et surtout la culture africaine a peur quand on cite les mots morts. Mais je veux qu'on apprenne beaucoup de choses aussi aujourd'hui. Jean-Claude, alors il y a une lumière qui attire, qui attire l'âme. Oui. On est arrivé à ces moments-là. Donc la lumière vous attire, vous êtes happé par cette lumière, vous avez une sensation de bien-être, vous avez une sensation de bonheur, vous avez le film de votre vie, vous êtes bien, même qu'à la limite, vous êtes content d'aller vers cette lumière, enfin ce que vous recherchez, enfin la paix. Enfin la sérénité. C'est comme si tu rentrais à la maison. Tu étais sur le chemin. Avec beaucoup d'embouteillages, de soucis, les soleils à frapper. Non, c'est comme si... Non, je pas dit... Maintenant, quand tu arrives à la maison, c'est... Là, c'est comme si tu... Après un long voyage, tu rentres chez toi. C'est ce que je dis, c'est comparable à quelqu'un qui vient de la rue, qui voulait aller se reposer à la maison. Oui. Voilà. Et donc, en fait, on explique que les personnes, à un moment donné, quand on va te choquer, pour la réanimation. Pour la réanimation. Il peut revenir. Donc, ça, vous revenez immédiatement. Ah bon? Ouais, et vous réintégrez votre corps. Et quand vous réintégrez, souvent le médecin dit que c'est son opération. Non, le médecin dit que c'est lui. Et parce qu'il vous a choqué. Parce qu'il vous a choqué. J'ai réussi à le réanimer. De le réanimer. Oh là là. Donc lui, il ne s'est passé après que la personne va expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est à ce moment-là qu'il va maintenant expliquer la vie. Ok. Donc beaucoup de choses se passent à ce moment-là précis, c'est-à-dire que les gens changent complètement. La personne n'est plus jamais la même. Donc va s'opérer chez la personne une certaine capacité intellectuelle de dire il est très intelligent, différent et plus spirituel. La personne ne va plus vivre de la même façon, mais vous allez voir une personne différente dans son comportement de tous les jours. Bon, moi, je voudrais revenir sur quelque chose, Jean-Claude. Oui. Jean-Claude, lorsque vous parlez du film de la vie qui se déroule, je voudrais comprendre si la personne qui subit cet événement sent la culpabilité ou bien il sent la violence, il n'y a pas des émotions, il n'y a pas de sentiments. Alors, la personne, en fait, ne se sent plus concernée par les choses de tous les jours. Quand il revient à la vie, la personne a un dégagement par rapport aux situations. Ah oui, ça change les comportements. Oui, ça change le comportement de la personne. Il est désintéressé aux choses matérielles. Oui, il est un peu plus désintéressé. Il sera plus distant avec les choses bassement matérielles. Il va s'orienter inconsciemment. Vous allez voir la personne s'orienter plus vers la spiritualité. Vous allez voir que la personne va aussi acquérir même des dons de vision. Vous allez voir que la personne aura des dons de prophétie. Donc vous verrez que la personne médite davantage, a changé. C'est la même personne, mais plus intelligente encore. Et c'est même à la limite, ne va plus faire les choses qu'il faisait pour l'argent, il va faire les choses parce que c'est sa raison d'être. Quelque part, il découvre sa raison d'être. Ça, c'est bien. Ça l'oriente. C'est parce qu'il a fait ce voyage à un point de vue dimensionnel très élevé. Très élevé. Qu'il revient avec une raison d'être. Il revient avec une raison d'être. Ce qui fait qu'il ne se passionne plus de la même chose qu'avant et des nouvelles choses viennent capter son attention. Cela est-il dû au fait qu'il vient de mourir, il vient de se rendre compte qu'il a passé son temps à ne pas faire ce qui était essentiel,
Et quand il revient, il voudrait maintenant se focaliser sur l'essentiel. Non, puisqu'il a revu le film de sa vie, donc c'est comme si tu faisais un bilan. Ok. Donc maintenant, tu dois corriger certaines choses. Tout à fait. Donc c'est un mécanisme psychologique qui fait que la personne décide maintenant de ne plus appréhender la vie de la même façon. Donc quand on a connu cette expérience, moi je voulais aborder le côté un tout petit peu africain de la chose, Roger Baka. Oui, mais vas-y. Mesdames et messieurs, nous avons quelque chose de particulier, nous les Africains. Nous n'aimons pas parler de la mort. Non, non, pas du tout. Ok. Même aujourd'hui, quand on en parle, il y a quelqu'un qui a déjà dit à la L'Africain maison, n'aime pas parler de la mort. il y a quelqu'un qui a déjà dit sans effet. Oui. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, mais parce que si on part du principe, nous sommes dans une religion judéo-chrétienne Ouais. où on nous a fait la promesse, n'est-ce pas, d'une vie meilleure après la vie. Exact. On nous a aussi dit que nous allons vivre longtemps, c'est une volonté de Dieu. Exactement. Donc on a déjà biologiquement programmé l'homme à vivre minimum 120 ans. 120 ans. On le sait que la Bible dit que nous allons vivre 120 ans. Donc on le sait. Donc, mais c'est nous qui dévions de déviation, hein? Ok. Je parle de déviant. Dieu a créé la vie droite. Les Ouais, hommes ont et cherché c'est des l'homme qui déviations. fait ça. Ce qui fait que tout ce qui nous arrive n'est pas la volonté de Dieu. Exactement. Donc quand on meurt d'une mort précoce ou une mort prématurée, c'est que nous avons été aussi responsables. Parce qu'on dit action-réaction. Tous les actes que nous posons aujourd'hui ont des conséquences dans le futur. Exact. C'est ainsi que je voudrais annoncer aux gens, quand vous prenez par exemple tous les jours une bouteille de sucré qu'on appelle du soda, Oui, oui. pour ne pas citer de marque, Oui, oui, oui. d'accord? Sucré, qu'on appelle généralement sucré. Au Congo, on l'appelle sucré, Sucré. qui est une bouteille de soda, Ouais. hein, de boisson gazeuse 30 sucrée. centilitres. Ok. Cette bouteille de 30 centilitres de couleur jaune, bleu, orange, noir. ok, quelque chose, Coca-Cola, Coca-Cola, avait des noms bizarres. Des noms comme ça. Et ces boissons-là, quand vous prenez une bouteille, c'est 14 morceaux de sucre. Non, attends, Jean-Claude, je vais être clair. Quand on prend une bouteille Oui. de 30 centilitres, Oui, une seule fois, oui, on a 14 morceaux de sucre. oui, en une prise. C'est pas vrai. Oui, c'est-à-dire ça représente en volume de sucre une bouteille de Fanta, Coca. 14 morceaux. Il y a 14, c'est l'équivalent en sucre de 14 morceaux de Vous en sucre. prenez 2 sur 28. 28. Jean-Claude, mais ça a un effet dégradant sur la santé. Oui, mais c'est ainsi qu'aux États-Unis, les gens sont obèses. Ah, voilà. Voilà, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils ne vendent plus le 33 centilitres presque. Ah oui. Ok, donc les verres sont grands, Wow. les trucs sont de 4 litres, les trucs sont de 6 litres. Donc quand tu achètes une bouteille de coca de 2 litres, tu es un mauvais joueur. Les bouteilles sont des bouteilles de 4 litres. Alors, il faut multiplier par 14, ça fait combien? Voilà, alors imaginons, La conséquence dans les corps. la conséquence pour le corps, c'est qu'on va donc stocker de la graisse et on va mourir d'infarctus. C'est un des pays où on meurt le plus, où il y a le plus d'arrêts de cœur. C'est pour ça que les statistiques nous ont donné entre 14 et 16 millions de personnes qui ont fait un arrêt de cœur. Quand tu fais un arrêt de cœur, tu expérimentes le EMI. Quand le cœur s'arrête, si le cœur s'est arrêté complètement Oui. et qu'on est en train de te réanimer, Réanimer. tu expérimentes le EAI en question. Oui. D'autres vont mais ne reviennent pas et ceux qui reviennent racontent ce qu'ils ont vécu. Mais déjà, on commence par le fait que tu as eu un très mauvais comportement, un mauvais style de vie basé sur la consommation de plus de 14 morceaux de sucre par consommation. Par consommation. Et ça produit justement ce que tu as dit, la Oui, graisse, la graisse. qui finit par produire l'infarctus. Oui. Et donc aujourd'hui, maintenant, les gens, tu as des artères bouchées, tu as un taux de cholestérol élevé, tu as des complications au niveau circulatoire, cardiovasculaire. Donc, tu es exposé à un jour de faire soit un AVC, soit un arrêt de cœur. Donc à ce moment-là, l'expérience africaine doit savoir que tu es artisan de ton propre malheur. Ce qui t'arrive généralement, vous avez beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration. Exemple, oui. Tous les jours, en bas du bureau, ils descendent Un prendre... bistrot. Il y a un bistrot, il y a un vendeur maléois. Vendeur maléois, mais bien sûr, il ne Ok. vend pas du sucré. Hein. Ok, tous les jours, Surtout dans un climat tropical très il chaud. prend une bouteille de sucré. Il fait très chaud ces derniers temps. Et Roger Baka, je peux te dire une chose, c'est que je bois jamais de sucré. Ça, j'ai constaté, Jean. Je ne bois que de Que de l'eau. l'eau. Que de l'eau. Que de l'eau. Tu me permets? Hein? Pendant que tu parles, Oui. je bois un peu de l'eau. Ouais, tu vas boire un peu d'eau. Donc moi, je ne bois que d'eau
et en fait éliminer le plus sucré. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de boire le sucré, notre consommation au début du siècle, un Africain pouvait consommer en général à peu près 14 kilos par an. Aujourd'hui, nous consommons chacun, vous et moi, madame, nous consommons 60 kilos de sucre par personne. Non. Ça, c'est la capacité. Puisque quand tu consommes 14 morceaux de sucre tous les jours. En une prise. En une prise. Donc, aujourd'hui, la quantité de sucre que nous consommons, nous sommes passés de 14 kilos par an. Aujourd'hui, par personne, nous consommons environ 60 kilos. Voilà pourquoi ça affecte les taux d'espérance de vie en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, nous subissons, beaucoup de gens meurent parce qu'ils sont diabétiques sans savoir qu'ils avaient un diabète. Oui, surtout certains viennent le découvrir et ça ne laisse pas beaucoup de temps. Oui, mais il n'y avait pas de diabétique dans la famille, alors que c'est vous, votre mode alimentaire a été un facteur aggravant et qui a permis au diabète de s'installer. Maintenant, il faut savoir également qu'une assiette de riz, l'assiette de riz, c'est 24. Vous voyez notre assiette de riz avec le haricot dessus. Non, ça c'est ça. Ok. C'est le repas préféré des Congolais. Hein? On appelle ça le sucre caché. C'est-à-dire que dans le riz, on a du sucre caché. Ça équivaut à peu près à 24 morceaux de sucre. Plus qu'une bouteille. Plus une bouteille, là tu es à 24 plus 14, tu es à 32. C'est sérieux. Non, non, c'est sérieux. Les gens risquent d'arrêter de manger quand tu bois. Non, non, Roger. Et tu es dans ton taux. Mesdames et messieurs, c'est le domaine de prédilection de Jean-Claude. Oui. Vas-y. Je parle très rarement de diététique ces derniers temps. Non, mais moi, je viens de te prendre dans cet angle-là. J'aimerais que tu y restes un peu pendant quelques temps. Parce que c'est la mort, en fait, Jean-Claude. À la sortie, c'est la mort. C'est la mort prématurée. Oui. Et beaucoup de gens aujourd'hui souffrent donc de diabète, de cholestérol. C'est dans leur mode alimentaire et dans leur processus. Et vous avez par exemple des gens qui te disent: moi, je suis chrétien, je ne bois pas d'alcool. Oui, je ne prends que du sucré. Je ne prends que du sucré. Qui détruit plus que l'autre? Est-ce celui qui prend le vin, la bière? Non, non, moi, je suis pas Denis Lessier, Roger Baka, qui va commencer à dire aux gens de boire du sucre, du machin. Non, 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 parce qu'en fait, c'est lui qui prend du sucré 14 morceaux. C'est parce qu'il ne sait pas, c'est l'ignorance. Ah, donc il s'est tué sans le savoir. Oui, donc aujourd'hui, maintenant, je pense que ceux qui ont écouté vont dire: je prends mes 2 litres d'eau. Moi, je me balade jamais sans ma bouteille d'eau. Oui, je constate. Et dès que je l'ai oublié quelque part, je ne la touche plus. Donc, je prends une bouteille d'eau dans ma voiture que je veux boire. Je prends une bouteille d'eau dans mon bureau que je veux boire. Et je prends 3, 4, 5 que je veux boire après quand je vais rentrer. Il faut toujours se réhydrater. Mais le sujet n'est pas... Ne pas cela, mais je pense que c'était important. Moi, je voulais plus entendre... Alors, juste pour information, pour vous, mesdames et messieurs, qui ne voulez pas mourir, n'est-ce pas, et que vous voulez savoir... Personne ne le veut, Jean-Claude. Personne ne veut. Et que vous voulez savoir si vous êtes bien. Alors, le processus, c'est que la personne qui a tout le temps soif, on appelle ça l'hyperurie. C'est-à-dire que la personne a tout le temps soif, tout le temps la bouche pâteuse, et elle a tout le temps soif. C'est des signes avant-coureurs qu'on serait peut-être diabétique. Si la personne a l'hypophagie, c'est-à-dire que la personne a tout le temps faim, d'accord, elle vient de manger, 1 heure après il a faim. La boulimie. Oui, 1 heure après il a faim, pas qu'il grignote, il a faim. Il a faim. Ouais. À chaque 1 heure du temps, c'est un mauvais signe. Oui, c'est un mauvais signe, avant-coureur. Ah bon? Si la personne également, oui, c'est-à-dire que la personne a le problème de vessie, c'est-à-dire que... À chaque 1 heure, il doit pisser. Il faut qu'il se soulage. Oui, il faut qu'il se soulage, c'est que... c'est très mauvais comme... Il a déjà des signes précurseurs que probablement il faut consulter au niveau de sa glycémie. Donc il y a trois signes, hein? La bouche pâteuse. Oui. La soif permanente, permanente, la faim permanente alors qu'on vient de manger. 1 heure après, on a encore faim, on a encore vraiment faim. Et bien, l'hypophagie, c'est-à-dire que la personne a tout le temps faim et tout le temps soif et s'épuise beaucoup. Mais revenons à la mort. Le sujet de la mort commence déjà à biper quelqu'un quand ces signes-là viennent. Attends, je me pose un peu. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre le rendez-vous du week-end. Un expert diététicien, un producteur,
monsieur qui n'a plus rien à démontrer. Moi, je pense qu'il a dit un J'ai pris quelques notes, Roger. Jean-Claude, c'est très important. Je te jure, j'ai pris quelques notes. Permets, parce qu'on va rater cela et j'aurai l'impression que... Je te laisse prendre les notes. J'ai pris quelques notes tout à l'heure. J'ai marqué « la mort ». Oui. Se prononce en grec